Dans le cadre de notre blog Coop TV et de la 5e journée de chirurgie du sport à Paris, nous allons essayer de débattre sur l'instabilité chronique de cheville et de la chirurgie, en particulier du gold standard chirurgical qui est la reconstruction anatomique, avec le docteur Alexandre Hardy, chirurgien orthopédiste à la chirurgie du sport et spécialisé sur le membre inférieur et en particulier sur la cheville, et moi-même, Patrick Berdoulet, kinésithérapeute du sport. Cette chirurgie de l'instabilité chronique, je crois qu'il est d'abord, dans un premier temps, nécessaire de classifier les gens dans l'instabilité chronique. On a l'instabilité chronique où le patient a fait une première entorse et ensuite il a des phénomènes de récidive, et malgré une rééducation bien adaptée, en fait, il a des phénomènes de rechute fréquents. Et puis il y a le même patient qui lui a eu une entorse identique, le patient Cooper, qui lui ne présente aucun phénomène d'instabilité. Est-ce que cette classification semble être claire pour mes confrères kinés? Alors je pense qu'effectivement c'est une bonne classification à utiliser. De la même manière que pour l'instabilité de genou et l'instabilité d'épaule, on distinguera bien sûr le patient Cooper qui va avoir un premier épisode d'instabilité et réussir à stabiliser suffisamment son articulation grâce à de la rééducation, du patient qui malheureusement, pour lequel la rééducation ne va pas suffire. Bien, déjà les classifications. Il faut savoir qu'en France, il y a quand même 6000 entorses recensées, en sachant qu'il y en a même davantage, qu'il y a 40% de récidive. Et l'inconvénient majeur, c'est que souvent sur ces instabilités chroniques qui sont rééduquées, mais quelquefois qu'il faudrait envoyer chez le chirurgien pour un avis, on se retrouve plus tard avec 25% d'arthrose de cheville sur lesquelles le domaine chirurgical et médical est assez impuissant actuellement. Absolument, c'est effectivement toute la problématique, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit médicalement ou chirurgicalement, on est très efficace pour gérer l'instabilité, beaucoup moins pour gérer les séquelles de l'instabilité. Et à partir du moment où les lésions cartilagineuses s'installent, on se retrouve un petit peu démuni. Donc c'est effectivement l'enjeu, c'est arriver à sélectionner ces patients pour qui la rééducation ne suffira pas, pour absolument prendre un deuxième avis et trouver d'autres solutions pour réussir à stabiliser leur cheville efficacement. Alors il y a un phénomène qui est assez quand même curieux au niveau évaluation, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est dans une chirurgie proche de la chirurgie du LCA, du ligament croisé. Et en fait, lorsqu'on regarde les pourcentages, il y a 65% des patients qui ont une rupture du croisé qui sont opérés, alors qu'en chirurgie de cheville, je crois qu'on est à 0,3 ou 5% de chevilles opérées. Absolument. On est sur des taux qui sont excessivement faibles, avec des patients qui sont souvent très réticents à envisager une chirurgie, probablement par défaut d'information, il faut savoir le reconnaître, et par défaut de prise en charge. Aujourd'hui, la prise en charge de nos patients instables de cheville est extrêmement perfectible, et on se retrouve souvent avec des patients qui sont un petit peu abandonnés, qui n'ont pas forcément une rééducation, et qui développent du coup des instabilités chroniques parce qu'ils n'ont pas été rééduqués correctement lors de leur premier épisode. Dans le cadre de la prise en charge en kinésithérapie, je crois que nous, en tant que praticiens, il est nécessaire au bout d'un moment, lorsqu'on a vu un patient une fois, 2 fois, 3 fois, pour faire des séances à nouveau de rééducation, je crois qu'il est de notre rôle, à partir du moment où on est capable de faire passer des scores fonctionnels, des tests fonctionnels, de voir qu'à ce stade-là, il est vraiment nécessaire de l'envoyer chez le chirurgien pour avoir un avis, car faire de la séance de rééducation pour rien est lassant à la fois pour le patient et dangereux pour le cartilage. Absolument. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Brice Picot et Ronnie Lopez de Nantes, ainsi que François Fourchet à l'hôpital de la Tour, sur un outil d'évaluation multifactorielle de l'instabilité de cheville qui est l'Ankle Go Test, qui permet donc de dépister les gens qui vont développer une instabilité chronique et également de monitorer leur rééducation. Mais effectivement, les patients qui sont en échec de rééducation, il ne faut pas avoir peur de les adresser au chirurgien, pas forcément pour se faire opérer, mais au moins pour évaluer s'il n'y a pas d'autres solutions possibles pour eux, parce que la pire solution, c'est toujours de continuer à se tordre la cheville. Et dans le cadre de la journée aujourd'hui, tu nous as fait un brillant topo sur l'évolution de la ligamentisation. Qu'en est-il exactement par rapport au croisé où on disait qu'il y avait encore un phénomène de maturation au bout de 2 ans? Qu'en est-il? Il semblerait que pour la cheville, ça soit beaucoup plus précoce et ainsi déterminer la reprise du sport. Absolument, donc c'est le travail de ma thèse de science actuellement.
sur la ligamentisation dans post-ligamentoplastie de cheville. Et effectivement, il semblerait que l'inflammation et la maturation du greffon est probablement plus rapide dans la cheville que dans le genou, et plus spécifiquement au niveau du faisceau calcanéo-fibulaire qui potentiellement, de par sa situation extrasynoviale, aurait des capacités à maturer plus rapidement que le faisceau antérieur en intrasynovial. Et lorsqu'on reçoit un patient, un cas particulier qui présente à la fois une lésion du LFTFA et du ligament calcanéo-péronéen, est-ce qu'on doit systématiquement faire de la rééducation en première intention ou on doit dans ce cas-là envoyer en chirurgie pour avoir un avis lorsqu'il y a ces deux ligaments qui sont touchés? Alors pour moi, la réponse, en tout cas dans ma pratique aujourd'hui, elle est très claire. Toute entorse, quelle qu'elle soit, aussi grave qu'elle soit, est toujours élective à une rééducation première. Et je ne discuterai avec un patient jamais de chirurgie tant qu'une rééducation n'a pas été bien menée et n'a pas été dépassée par son instabilité. Et je n'hésite pas à justement utiliser l'Ankle-Go test dont je te parlais plus tôt pour évaluer en fait la rééducation qu'a eu le patient et voir si effectivement on est vraiment allé au bout de la rééducation pour parler vraiment d'instabilité réfractaire à la rééducation. Voilà, donc les scores fonctionnels les plus importants, c'est le FAM et le RSI, qui sont les deux tests qui sont vraiment importants à faire, et puis ensuite les différents tests fonctionnels que nous avons pu voir ce matin. Au niveau de la rééducation et la prise en charge de la rééducation, est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à ta chirurgie actuelle, ou est-ce que l'on reste toujours dans une même approche en sachant qu'il y a certains domaines que l'on doit condamner, en particulier la rééducation sur le plateau de Freeman, qui est une rééducation qui ne présente pas d'intérêt, qui est encore pratiquée dans nos cabinets, puisqu'on sait qu'avec une grande balistique, on n'arrive pas à solliciter les capteurs de la cheville, mais les capteurs fessiers, les capteurs lombaires, en raison de la grande balistique. Et donc, il faut que l'on travaille avec des outils plus spécifiques comme le myolux ou les propriofoot, de façon à avoir un ancrage de métatarsien et avoir une déstabilisation de l'arrière-pied. Qu'en est-il à ton avis? Alors la rééducation donc post-chirurgie, elle a énormément évolué. On est passé d'une chirurgie anciennement qui était qui n'était pas une reconstruction anatomique, qui du coup induisait une immobilisation prolongée de l'ordre de 6 semaines, avec du coup une rééducation qui était assez longue, vers maintenant des protocoles beaucoup plus fonctionnels, avec une remise en charge immédiate, et dès 3 semaines en fait on fait sortir les patients de la botte de marche pour débuter une rééducation fonctionnelle et une récupération des amplitudes. Effectivement, j'avais beaucoup aimé une présentation qui avait été faite par le centre médical de Clairefontaine, où il montrait en fait avec l'utilisation d'une balle de tennis. Alors pour les gens qui n'ont pas accès effectivement à des choses aussi performantes que myolux, voilà, avec l'utilisation d'une balle de tennis, déjà on peut arriver à avoir un ancrage métatarsien et donc une rééducation plus spécifique de l'instabilité de cheville. Et il y a un autre outil qui est intéressant, c'est les plaquettes propriofoot, avec une plaquette qui est stable devant pour l'ancrage métatarsien et la régulation posturale, et la plaquette arrière qui est mobile de l'arrière-pied, aussi qui est un instrument intéressant. Donc voilà, on a fait un petit peu le point sur la rééducation, sur le protocole donc, de Freeman qui était précurseur à l'époque du phénomène de feedback, mais on voit que la rééducation actuellement, elle est orientée surtout sur le feed-forward, c'est-à-dire les phénomènes d'anticipation, de façon à ce que le patient puisse avoir une réponse, et en particulier au niveau des muscles fibulaires, d'avoir une réponse pas plus rapide que l'incident traumatique, puisqu'on sait qu'on sera toujours en dessous au niveau des millisecondes, mais d'essayer de développer ce feed-forward et ce phénomène d'anticipation. Et je crois qu'il est important aussi de citer dans notre rééducation d'avoir une rééducation proprioceptive avec des éléments comme des lunettes stroboscopiques qui nous permettent en fait de shunter le visuel et d'avoir cette possibilité d'amélioration de la rééducation. Qu'en penses-tu? Donc oui, absolument. Effectivement, c'est une des possibles évolutions majeures à mon sens de tout ce qui est test fonctionnel, c'est la notion de perturbation. Donc c'est les lunettes stroboscopiques ou la double tâche, c'est vraiment à mon sens pour aller plus loin dans le test fonctionnel, absolument fondamental. Moi, c'est capital dans les tests fonctionnels, mais aussi dans la pratique de la rééducation, aussi bien pour le LCA que pour une reconstruction anatomique de la cheville. Donc voilà, nous avons fait un petit peu le point pour nos confrères médecins, chirurgiens et kinés sur cette reconstruction anatomique de la cheville. Je te remercie Alexandre de ta participation.